Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alexandre Gertin-Pasquier. Je suis en charge de l'accompagnement étudiant chez Ivado, incluant une petite collaboration pour l'atelier d'aujourd'hui en équité, diversité et inclusion en intelligence numérique. Donc, avant de commencer ce workshop, j'aimerais rapidement porter votre attention sur certaines de nos actions. Premièrement, depuis le 1er octobre, nous sommes dans notre événement Octobre numérique, lequel incluait une grande conférence avec la participation de Yoshua Benjo, Andrea Lodi et Emma Fréginger. Cette conférence-là est d'ailleurs disponible sur notre page YouTube si vous voulez l'écouter, ainsi que la plupart de nos workshops qui ont eu lieu cet été et à l'automne. Depuis, tous les jeudis de 4h à 6h, donc notamment demain, auront lieu des présentations étudiantes dans tous les domaines pour notre communauté étudiante, pour qu'elle puisse partager leurs résultats de recherche. Cette semaine, le thème est santé et intelligence numérique. Nous avons aussi un atelier qui aura lieu le 7 décembre prochain, de 10h à midi, en intelligence numérique et en éthique, ainsi qu'un atelier sur la communication scientifique le 3 décembre. Donc, parlant de communication scientifique, je vous rappelle également que vous pouvez nous soumettre des textes en anglais ou en français pour notre programme Mon projet de recherche en 800 mots, qui est vraiment une école de formation en communication scientifique, et ça jusqu'au 19 octobre prochain. Enfin, je vous invite à suivre notre page Facebook Communauté étudiante Ivado pour suivre toutes nos actualités. Bref, beaucoup d'informations. Je vous mets donc à l'instant, après ma courte allocution, les liens pertinents dans ce chat-là et je vous souhaite un bon workshop à tout le monde. Hello everyone, my name is Alexandre Gertin-Pasquier and I'm in charge of the student support at Ivado, including a smart collaboration for today's workshop, hosted by my colleague Marie-Lou Daudier. Before starting this workshop, I would like to quickly bring you attention for some of our action. Since October 1st, we are, for example, in our Digital October, which include a big conference with the participation of Yoshua Benjo, Andrea Lodi, and Emma Fréginger. This conference is also available in our YouTube page if you want to listen to it. Since then, every Thursday from 4 to 6, including tomorrow, there are student presentations in our field so that your community can share our research results. The week theme this week is Health and Digital Intelligence. We also have a workshop on digital intelligence ethics on September 7th from 10 a.m. to noon, and a workshop on science communication. So I would like to remind you that you can submit text in English or French for our program, My Research Project in 800 Words, which is a real school in training in science communication until October 19th. So finally, I invite you to follow our webpage, Facebook page, Ivado Student Community, to follow all the news. So in short, a lot of communication. So I put in you all the relevant link in the chat, and I wish you a good workshop. So, Marie-Lou, c'est à toi. Merci beaucoup, Alexandre. Bienvenue à toutes et à tous à l'atelier Équité, Diversité et Inclusion en intelligence numérique. Je vais partager mon écran tout de suite pour commencer. Alors, oups, ce sera pas bien long. Et voilà. Alors, un grand merci d'être là aujourd'hui. Mon nom, c'est Marie-Lou. Je suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado. I prefer using the pronoun she. And I am currently on the screen with a black vest and a yellow shirt. You could see in the background that we have our logo that is in the background. You could see on the screen that there's the PowerPoint. You might be wondering, why did she introduce herself like that? Why did she take the time to say that she prefers the pronoun she and and what's going on the screen? Well, basically, it's a way of hosting that is more inclusive. So by taking the time to mention the pronoun that I prefer using, I am
acknowledging that is not necessarily my physical appearance that determines the gender that I have, and also by explaining what's going on the screen, explaining pictures and all of that, I'm making sure that people with visual impairment can have the equal experience. Alors, j'ai dit que je travaillais chez Ivado. Je sais qu'il y a des membres de la communauté étudiante, mais il y a aussi des professionnels qui peut-être ne nous connaissent pas aujourd'hui. Alors, Ivado, c'est un institut de collaboration en intelligence numérique. On s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est autour des talents. Donc, on veut former les talents actuels et futurs autour de l'intelligence numérique, donc que ce soit par des formations, des activités comme aujourd'hui, que ce soit des Massive Open Online Courses. Donc, on a plein d'activités pour développer les talents en intelligence numérique. On a aussi tout le volet de connaissances, donc que ce soit par la recherche collaborative, la recherche fondamentale. On a aussi tout le pilier autour du transfert. Donc, on veut co-développer des innovations en intelligence numérique. On veut co-développer dans le domaine. Et finalement, on a tout le pilier communauté. Donc, on veut s'assurer de développer une communauté d'intérêt et de pratique en intelligence numérique. Alors, pour faire ça, aujourd'hui, je pense que c'est un très beau moment pour faire ça parce que de parler d'équité, de diversité et d'inclusion en intelligence numérique, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une communauté encore plus résiliente en intelligence numérique. Donc, before we go a bit further, I would like to do a quick language check to have a scope of the room. So if you can please let us know in the participant section, you're going to see below your screen, you have the participant option. If you can raise your hand if you are unilingual Anglophone, please. Alex, je ne sais pas si tu peux me dire s'il y a combien de personnes qui ont levé leur main, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à voir le chat. Oui, pour l'instant, j'ai personne qui lève la main. OK. Et si vous êtes francophone seulement, francophone unilingue, si vous pouvez lever votre main dans la section participants en bas, vous pouvez lever votre main pour dire si vous êtes francophone uniquement. J'ai une seule personne. Francophone uniquement. OK, donc étant donné que, j'imagine le reste, vous êtes bilingue, donc étant donné qu'on a une personne francophone et le reste est bilingue, on va surtout axer la présentation vers le français pour que ce soit accessible pour tout le monde qui participe. Alors, avant de continuer, lorsqu'on fait un événement qui est dans un territoire qui n'a pas été cédé, qui est réalisé grâce à une institution qui est dans un territoire qui n'a pas été cédé, c'est toujours une bonne pratique de faire une reconnaissance territoriale. Alors, je vais vous la lire. J'aimerais commencer par reconnaître que Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Nous respectons les liens avec le passé, le présent et l'avenir et nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je pense que c'est vraiment important de faire une reconnaissance territoriale dans des événements. Je pense que c'est vraiment un must lorsqu'on parle surtout d'équité, de diversité et d'inclusion. C'est une pratique qui se fait de plus en plus et je vous invite à la reproduire, même dans les événements où on ne parle pas d'équité, de diversité et d'inclusion, parce que ça nous permet de mettre les choses en perspective et de se dire « Ah, ben,
on travaille, on offre une conférence dans un territoire qui n'a pas été cédé, donc c'est quand même quelque chose à mettre en perspective. Une autre chose à mettre en perspective aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ça marque les 3 ans du mouvement MeToo et aujourd'hui, George Floyd aurait eu 47 ans. Donc, 2 choses pour mettre en perspective la conversation d'aujourd'hui. En fait, grâce au mouvement MeToo et grâce au Black Lives Matter, il y a des organisations à tous les niveaux qui se sont questionnées pour dire ben, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour éliminer le racisme. Vraiment, la relance du mouvement Black Lives Matter cet été, ça a vraiment créé un sentiment chez les organisations qui ont reconnu de plus en plus que chaque petite action contribue aux discriminations systémiques. C'est pour ça que certaines organisations se sont munies de plans d'action pour lutter contre le racisme. Donc, ça crée beaucoup de questionnements. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Alors, vraiment, pour en parler au niveau de l'intelligence numérique, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être avec vous pour vous parler au niveau de l'équité, la diversité et de l'inclusion. Alors, pour commencer, avant de commencer, j'aimerais vous faire participer un petit peu, si vous pouvez vous mettre à vos claviers pour nous dire c'est quoi votre nom, c'est quoi votre programme d'études, le métier désiré après les études ou le métier actuel et pourquoi l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est important dans votre carrière selon vous. Donc, je vous laisse un petit peu de temps et puis on va pouvoir lire vos réponses pour mieux connaître le public. Vous pouvez répondre dans le chat, j'ai oublié de mentionner. Alors, on a une première réponse ici. Bienvenue à Julie Dumontier. Elle est professionnelle, non aux études, et je pense que vous êtes là parce que vous êtes intéressé à savoir c'est quoi le DI en intelligence numérique. Donc, elle est là parce que c'était ouvert à l'extérieur du corps étudiant. Donc, elle travaille à la Commission des droits de la personne et les droits de la jeunesse. Nathalie Livado, responsable du programme de formation, elle suit la formation d'aujourd'hui pour que les choses changent, afin qu'on ait plus de justice dans tous les milieux. Sinon, on a avec nous Eva Dominguez, baccalauréat en travail social, maîtrise en environnement et développement durable, chargée de mobilisation et inclusion. Donc, elle souhaite que tout le monde soit plus inclusif dans son organisation. Peut-être une autre intervention. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont gênées? Sinon, on a Jessie qui a un bac en psychologie et sociologie, est intervenante psychosociale. Cécile nous dit l'importance de l'inclusion est primordiale, en effet, et elle est consultante en interculturel. Larissa étudie à l'Université de Montréal, bienvenue.
Catherine Arcan. Catherine est conseillère RH à Milan et elle a une maîtrise en ressources humaines. Elle veut offrir un environnement plus inclusif. Andréane Saint-Gelais, une maîtrise en administration publique. Elle est directrice d'une fondation. Sinon, on a Koukla Azeli, diplômée en génie industriel et recherche opérationnelle. Elle est venue, est venue parce que c'était ouvert à tous et que la thématique l'intriguait. Sinon, on a Pauline Claude Ducrispèche. Et on a RS, droit des affaires nord-américaine, étudiant étranger à l'UDM et rédige son travail dirigé sur les incidences de l'intelligence artificielle sur l'arbitrage international en ligne. Donc, c'est très intéressant ça. Valérie Psyché, désolée, ça défile vite. Donc, Valérie Psyché, professeure à la TELUC. Donc, l'EDI est importante dans son métier, en recherche et en formation. Junior Momo Ziazet, doctorant en informatique. Bienvenue. Sinon, on a Larissa, doctorant en études cinématographiques et chargée de cours. On a Jean-Marie Chapeau de Centraide et Pamela, qui est professeure agrégée en ressources humaines. Elle fait de la recherche sur l'EDI et l'IA. Donc, je suis vraiment contente de vous lire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vraiment, je suis vraiment contente de voir les différents intérêts, puis on va pouvoir voir ensemble comment appliquer l'EDI, chacune et chacun. Donc, si on commence maintenant par une petite question. Ah non, désolée, je vais vous montrer le déroulement de la journée, de l'activité. En fait, on a commencé par une introduction. Ensuite de ça, il y a le premier bloc sur comprendre l'équité, la diversité et l'inclusion dans le contexte de l'intelligence numérique. Donc ça, c'est un premier bloc que je vais présenter. Ensuite de ça, il va y avoir une petite pause de 5 à 10 minutes. Ensuite de ça, le deuxième bloc, ça va être présenté par Vanessa Charenfant qui va nous présenter comment appliquer l'EDI dans sa pratique. Ensuite de ça, il va y avoir une période de questions et un mot de la fin. Donc, on va commencer avec le premier bloc, comprendre l'équité, la diversité et l'inclusion en intelligence numérique. Donc, dans ce bloc-là, on va voir c'est quoi l'état de la diversité en intelligence numérique. On va voir quelques définitions. Ensuite de ça, on va voir l'importance de la diversité en intelligence numérique et on va voir l'exploration de la portée transversale de l'EDI. Donc, état de la diversité en intelligence numérique. Une petite question que je vous invite à répondre dans le chat. Selon vous, quel pourcentage de femmes travaillent ou étudient en intelligence numérique au Québec? Donc, on a Julie Dumontier, 20%, Pamela, 20%, Nathalie, 20%, Myriam nous répond 13%. On a Junior Momozazet, 38%. Donc, on va voir si vous avez raison. Alors, la réponse, en fait, c'est qu'en intelligence numérique, on n'a pas les données exactes de l'intelligence numérique au sens large. En fait, c'est qu'on a les données en sciences et génie. Et en sciences et génie, on sait qu'il y a 22% des femmes qui travaillent dans le domaine. Si on compare avec l'ensemble du Québec, il y a 48% de femmes qui travaillent, qui représentent la main-d'œuvre au Québec, alors qu'il y en a juste 22% en sciences et génie. Et si on regarde au niveau du corps professoral, tout ce qui est mathématiques, sciences de l'information, informatique, on va parler de 20,6% de femmes qui ont des postes de professeurs et les écarts s'agrandissent plus on monte dans les échelons.
En fait, au niveau des postes de professeurs adjointes, on va parler d'une représentation de 48% de femmes et lorsqu'on monte un peu plus haut, lorsqu'on voit au niveau des professeurs titulaires, là, on parle seulement de 27% de femmes qui ont des postes de professeurs titulaires. Donc, on peut voir qu'il y a une grande différence et aussi, on peut voir dans les reconnaissances aussi, présentement, on est dans la période où on détermine les prix Nobel. Lorsqu'on regarde depuis 1903, quand Marie Curie a eu un prix Nobel, ben, dans tous les prix Nobel en chimie, en physique, les prix Nobel scientifiques, il y a juste 19 femmes qui ont eu des prix Nobel scientifiques versus 572 hommes, donc il y a quand même une très grande différence. Et le nombre est passé de 17 femmes à 19 femmes. Juste la semaine passée, on a vécu un moment historique où on a eu un premier duo 100% féminin qui a obtenu un prix Nobel, un duo 100% féminin. Donc, on peut voir qu'il y a quand même du chemin à faire. Les femmes prennent de plus en plus leur place, mais il y a vraiment du chemin à faire. Puis lorsqu'on parle de diversité, il y a une tendance à vraiment se concentrer sur la question de femmes, mais il faut penser un petit peu au-delà de la question des femmes lorsqu'on parle de diversité en intelligence numérique. Bien que les enjeux soient très importants, il y a toute la question de diversité des genres, diversité ethnoculturelle, diversité fonctionnelle et encore plus. Donc, au niveau de... Désolée, je vais juste regarder un petit peu mes notes. Donc, au niveau... Donc, oui. Donc, au niveau de la diversité, il faut penser au-delà des femmes. Donc, au-delà, il faut regarder les différents groupes qui sont sous-représentés de manière générale dans tous les domaines au Québec. Si on regarde, par exemple, que ce soit les personnes immigrantes de première génération, que ce soit les personnes autochtones, les personnes en situation de handicap, qu'on voit pas beaucoup aussi de manière générale dans nos universités. Par exemple, les personnes autochtones vont représenter seulement 5% des étudiants au premier cycle. Étudiants et étudiantes au premier cycle et vont représenter seulement 1,4% des professeurs, en fait, des enseignants à l'échelle du Canada. Donc, il y a quand même cette représentation-là à mettre en considération. Puis, il y a plusieurs données qui nous manquent aussi par rapport à d'autres places dans le monde. Si on regarde la diversité des genres, on va être tenté à penser à la diversité hommes-femmes, mais qu'est-ce qu'il y en est des données concernant tout profil de la communauté LGBTQ2S+. On n'a pas nécessairement ces données-là au niveau de la diversité ethnoculturelle aussi. Par exemple, Google aux États-Unis a pu facilement sortir une statistique pour dire que 10% de ses employés en tech sont des personnes noires, tandis que des données comme ça sont quasiment impossible à vraiment trouver au Canada, au Québec. Je vois aussi qu'il y a quelques questions dans le chat. Je veux juste mentionner qu'on ne vous oublie pas dans les présentations de Vanessa et moi. On va faire nos présentations puis on va laisser 15-20 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez continuer à les écrire dans le chat et puis on va y revenir par la suite. Et si je continue au niveau de la diversité fonctionnelle, des fois, on va penser surtout aux personnes avec un handicap moteur, mais il y a différents types d'handicap à prendre en considération qu'on n'a pas nécessairement les données dessus. Donc, il faut penser aussi au niveau de la diversité. Il y a la diversité au niveau des classes sociales, des classes économiques, au niveau culturel. Donc, il y a tout ça à prendre en considération lorsqu'on parle de l'état de la diversité. Si on parle maintenant, là j'ai dit beaucoup de diversité, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, les définitions, premièrement, si on commence avec la définition de la diversité, en fait, ça se rapporte à des modes d'expression, ça se rapporte aussi à des expériences de vie, à des conditions qui vont être propres à une personne ou bien à un groupe de personnes. Donc, il y a deux dimensions dans la diversité. Il y a la dimension individuelle. Dans la dimension individuelle, on va s'intéresser, par exemple, à la personnalité de la personne, on va s'intéresser à l'expérience de vie de la personne, on va s'intéresser au style d'apprentissage d'une personne, tandis que il y a une deuxième dimension qui est la dimension autour de tout ce qui est social. Donc, au niveau social, c'est là où on va s'intéresser aux attributs qui vont être partagés avec d'autres personnes. Par exemple, l'âge, l'orientation sexuelle, la situation de handicap, l'appartenance ethnoculturelle. Donc, il y a des choses qui vont être partagées. Donc, il y a ces deux dimensions-là à prendre en considération. Puis souvent, la diversité va être associée à qu'est-ce qu'on peut voir, mais il y a aussi la diversité qui n'est pas nécessairement visible. Donc, tout ce qui est autour de la diversité au niveau des pensées, des perspectives, les expériences de vie, comme l'éducation, la situation familiale, les valeurs et les aspirations. Donc, ça, c'est au niveau de la diversité. Maintenant, si on parle d'inclusion, on peut voir une différence parce que la diversité, on va parler d'un fait pour bien comprendre l'environnement. Tandis que l'inclusion, on va vraiment parler d'un engagement, d'avoir des intentions vraiment formelles, d'avoir des actions concrètes pour faire en sorte que tout le monde, peu importe son profil, peu importe son expérience, peut participer et contribuer à un projet ou à une organisation. Donc, c'est vraiment un engagement qui va se traduire par différentes choses. Ça peut être par le leadership, la gouvernance, l'enseignement, la recherche, l'emploi et l'ensemble des activités d'une organisation. C'est pour ça que je vais souvent dire que en fait, lorsqu'on parle d'inclusion, lorsqu'on parle d'équité, ça va être une question transversale parce que c'est tout dans l'organisation qui doit surveiller l'inclusion, l'équité. Donc, vraiment, pour qu'on puisse s'engager à avoir des actions concrètes, à avoir des efforts intentionnels pour faire en sorte qu'il y ait une participation de la diversité, une contribution de la diversité. Ça passe vraiment par le fait que les personnes dans l'organisation, mais dans un projet, doivent être accueillantes, serviables et respectueuses de toutes et de tous. Et ensuite, je vais vous parler d'équité. Donc, vous pouvez voir normalement, l'acronyme, c'est EDI, Équité, Diversité et Inclusion. Mais je pense qu'une bonne façon, ce serait DIE, mais ce ne serait pas nécessairement bien parce qu'en anglais, l'acronyme, ça ferait DIE. Donc, c'est pas la meilleure des choses, mais vraiment, c'est les différents niveaux parce que la diversité nous permet d'avoir le portrait, l'inclusion, c'est l'engagement et l'équité, c'est vraiment l'objectif ultime parce que l'équité, en fait, on va s'engager, s'assurer dans un processus où tout le monde est traité de manière juste, transparente et impartiale. Et c'est vraiment... l'équité, c'est un désir d'aller vers des pratiques qui sont vraiment plus, comme je viens de le dire, équitables. Désolée, l'équité, c'est vraiment pour aller vers tout ce qui est transparent, impartial et juste. Et en fait, il y a souvent une confusion entre l'égalité et l'équité. Vous pouvez voir sur l'image qu'il y a à l'écran. Si jamais vous ne la voyez pas, je vais vous la décrire. Donc, en fait, d'un côté, on a l'égalité. On a 3 personnes de différentes tailles qui sont devant un match, mais entre le match et eux, il y a une barrière. Et ces 3 personnes-là veulent voir le match. Et les 3 personnes qui sont de différentes tailles sont sur des blocs qui ont la même grandeur. Donc, la personne la plus grande peut voir très, très, très facilement le match. La personne de taille moyenne peut voir
le match et la personne la plus petite ne voit pas le match du tout. Donc, ça, c'est quand on va parler d'égalité. C'est pour vous montrer, en fait, que ça, c'est une image assez populaire pour vous montrer, en fait, que lorsqu'on met en place les mêmes types d'actions, les mêmes types de conditions, ça va faire en sorte que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes possibilités d'avancement. Tandis qu'au niveau de l'équité, toujours sur l'écran, on voit à la droite, l'équité, ça va être vraiment de prendre en considération que tout le monde ne part pas avec le même point de départ. Alors, la vision de l'équité, on voit à la droite de l'image les trois mêmes personnes, mais la personne la plus grande, elle n'a pas besoin du bloc, donc le bloc n'est plus sous elle. La personne moyenne, on peut voir un bloc et elle peut voir le match, et la personne la plus petite a 2 blocs pour voir le match un peu plus facilement. Donc, c'est des choses comme ça, des actions concrètes qui vont faire en sorte qu'on va avoir une égalité des chances. Donc, de poser des actions adaptées à la réalité de chacune et de chacun. Maintenant, qu'on a vu un petit peu c'était quoi l'équité, la diversité, l'inclusion, je trouve que c'est important de vous parler des groupes désignés selon la loi en matière d'équité. Donc, juste vous rappeler qu'il y a quand même différents groupes, on a vu différents types de diversité, mais si jamais vous avez besoin de subventions pour un projet ou quoi que ce soit, il y a quand même cette loi en matière d'équité qui existe au niveau fédéral qui a vraiment centré 4 groupes désignés. Donc, il y a le premier groupe qui est le groupe des femmes. Au niveau des femmes, on va souvent penser aux femmes en termes de sexe, mais il y a aussi en termes de genre. Donc, au niveau du sexe, on va vraiment parler de tout l'aspect biologique. Donc, au niveau de l'aspect biologique, on va parler de l'appareil reproducteur et aussi des hormones, par exemple. Mais au niveau du genre, c'est vraiment selon le construit social, les rôles, les différentes façons qu'on va percevoir le rôle fille, femme, garçon, homme, et aussi toutes les autres identités de genre. On va souvent penser en termes de genre de façon binaire, mais il y a vraiment plusieurs autres genres à prendre en considération. Et le genre, en fait, ça va faire en sorte que ça va jouer ça va influencer la façon sur laquelle on se perçoit, sur la façon qu'on perçoit les autres et aussi tous les rôles de pouvoir aussi dans la société. Donc ça, c'est au niveau des femmes. Au niveau des personnes autochtones, il y a des fois, on peut penser que les personnes autochtones, c'est juste une communauté, mais c'est pas juste une communauté. Lorsqu'on parle de personnes autochtones, il y a les Premières Nations, il y a les Métis, il y a les Inuits et il y a 11 nations autochtones à travers le Québec. Au niveau des minorités visibles, en fait, ça c'est le terme qui est utilisé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, mais sachez que ce n'est pas un terme qui a un consensus. Si on regarde juste cet été, il y a eu un rapport de la Ville de Montréal sur le racisme systémique et dans ces consultations-là, il n'y avait même pas un consensus sur est-ce qu'on dit minorité visible, est-ce qu'on dit personnes issues de l'immigration, est-ce qu'on dit personnes racisées. Des fois, il y a des gens qui vont entendre personnes racisées vont dire « Ah, ben c'est pas quelque chose qui me rend à l'aise ». Les gens qui vont l'utiliser, ça va être beaucoup dans le militantisme pour montrer qu'il y a un processus de racialisation qui fait en sorte qu'il y a des discriminations qui perdurent. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc, si vous voulez faire en sorte que dans vos projets, dans vos organisations, il y ait des mesures en place, peut-être voir au niveau de votre organisation, c'est quoi le terme avec lequel les personnes sont plus à l'aise, mais savoir qu'au niveau gouvernemental, il y a quand même cette distinction-là.
Et au niveau des personnes handicapées, il y a plusieurs types de handicap à prendre en considération, que ce soit au niveau moteur, sensoriel, que ce soit au niveau de la cécité, de la surdité, de la malentendance et autres handicaps. Et aussi savoir qu'il y a il y a des conversations aussi au niveau de cette catégorie-là parce que il y a comme une reconnaissance de dire, c'est peut-être mieux de dire personne en situation de handicap. En disant personne en situation de handicap, en fait, on va reconnaître que c'est l'environnement qui handicape la personne, en fait, parce que si l'environnement est adapté, ben, la personne pourrait circuler plus librement, et faire ses activités plus librement aussi. Donc, il y a une certaine évolution du terme, puis c'est peut-être un exercice intéressant de voir où vous vous situez par rapport à tout ça. Sinon, d'autres définitions à prendre en considération. Il y a la définition de l'intersectionnalité, qui est un terme qui a été mis de l'avant par une féministe qui s'appelle Kimberly Crenshaw aux États-Unis. Et c'est un terme qui va prendre en considération qu'on ne vit pas nécessairement une forme de discrimination. On peut vivre de la discrimination parce qu'on est une femme, parce qu'on est une personne immigrante, parce qu'on est une personne en situation de handicap. Donc, de reconnaître tout ça, ça peut être dans une même personne. Donc, ça, c'est important à prendre en considération quand vous développez des projets, vous développez des actions, de prendre en considération les différentes sphères, les différentes réalités des personnes qui vous entourent. Et finalement, une dernière définition, il y a la définition de l'éthique. En fait, il y a certaines personnes qui vont mélanger éthique, équité, diversité et inclusion. Et je peux comprendre pourquoi, mais il y a tout de même une distinction. Alors, l'éthique, ça va être un domaine d'études qui s'intéresse aux jugements moraux. Donc, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, le mal, le bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Donc, à ce niveau-là, l'équité, la diversité et l'inclusion, ça fait partie de l'éthique parce que on va se demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour agir aussi. Toutefois, l'éthique, c'est vraiment un champ d'études séparé. Qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des liens entre les deux. Une bonne connexion à avoir, à prendre connaissance de, si vous ne l'avez pas vu encore, il existe la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable, que je vous invite à aller voir en ligne. Vraiment, c'est un document qui va présenter différents principes, dont un principe de diversité, sur des actions qu'on peut faire pour rendre l'intelligence artificielle plus responsable. Donc, à ce niveau-là, je vous ai présenté différentes définitions parce que je pense que c'est vraiment important de commencer avec une compréhension de qu'est-ce qu'on fait. Puis, si vous avez des définitions différentes de ça, c'est important d'en discuter avec vos équipes, avec vos partenaires de travail parce que si vous voulez avancer sur certaines choses, c'est important de clarifier ces points-là pour les actions que vous voulez prendre par la suite. Donc, maintenant, si on regarde l'importance de l'EDI, donc selon vous, pourquoi la diversité est-elle importante en intelligence numérique? Je vous invite à inscrire vos réponses dans le chat. Je ne vois plus le chat, je ne sais pas pourquoi. Alexandre, est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des réponses dans le chat, s'il vous plaît? Ouais, pas encore. On est en attente de réponse. Désolée, le chat, c'est comme enlevé de mon écran. Soyez pas gênés.
Thérèse Agi qui dit parce que pour que les données ne soient pas biaisées. Les données ne sont pas biaisées. Très bon point, oui. Est-ce qu'on a d'autres? Oui. Nathalie Sanon, pour s'assurer que les algorithmes créés soient bien adaptés à tous et à toutes, par exemple la détection des visages des femmes noires. Erez Agi rajoute qu'il faut que tout ça représente réellement la société. Julie Dumontier, éviter de reproduire les discriminations. Koukla Azeli, à cause des systèmes de prise de décision automatisés utilisés par des institutions telles que les assurances, les banques, etc. Jean-Marie Chapeau, pour ne pas générer plus d'exclusion. Pamela Lirio, il vaut mieux d'avoir plus de perspectives dans le développement et le déploiement de l'IA pour représenter la société actuelle, donc les usagers. Erez Agi, il faut aussi avancer de celui qui est reflété par la société, car la réalité d'aujourd'hui est aussi biaisée. Ben, super, merci beaucoup pour les réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. Oui, j'ai d'autres réponses. Elias Benjeloun, on dépend et écoute de plus en plus aveuglément les recommandations des algorithmes pour ne pas renforcer la discrimination systémique à la puissance exponentielle du fait de l'IA. Donc, il donne l'exemple des identifications faciales, ce genre de choses, aux États-Unis particulièrement. Anne Buteau, parce que la diversité avec le choc des idées favorise la créativité. Plus d'agilité également dans une adaptation au changement. Voilà. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Vraiment, ça va dans le sens de qu'est-ce que j'avais prévu vous présenter. Donc, si on regarde, premièrement, il y a toute la question d'excellence. Si on parle au niveau de la recherche, on va s'intéresser à des connaissances pratiques et techniques et de haute qualité. Et pour que ce soit de haute qualité, il faut que ça représente bien notre société. Donc, d'avoir une diversité au niveau des connaissances, c'est très important et c'est ça qui va nous permettre d'innover. Donc, il y a plusieurs définitions de l'innovation. Donc, il y a quelqu'un qui a mentionné la créativité. Dans les différentes définitions d'innovation, on peut voir, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est l'aspect de nouveauté. Et puis, pour qu'une nouveauté puisse répondre à un besoin réel, c'est important qu'il soit vraiment, qu'il y ait une collecte de données, qu'il y ait un design qui soit fait de manière à respecter les besoins de toutes et de tous. Donc, pour que les innovations répondent aux besoins de chacune, de chacun, c'est important d'avoir de la diversité. Il y a des solutions robustes aussi. Donc, au niveau des innovations, si on a de la diversité, ça va faire en sorte qu'on a des solutions plus fortes qui peuvent répondre aux besoins et plus de compétitivité aussi dans nos organisations parce qu'on va vraiment avoir des produits et des services qui vont attirer une plus grande clientèle, plus d'usagers possible. Et bien sûr, la réduction des biais, il y a eu plusieurs personnes qui ont mentionné les biais au niveau algorithmique. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Donc, il existe différents types de biais. Il y a les biais inconscients et il y a les biais algorithmiques. Donc, au niveau des biais inconscients, on a toute la question de préjugés qu'une personne va avoir à son insu.
Il y a certaines personnes qui peuvent penser, ben moi, j'ai pas de préjugés, j'ai pas de biais inconscients, mais tout le monde a des biais. Personne n'est à l'abri de biais. Donc, si jamais vous pensez que vous n'avez pas de biais, je vous invite à faire le test de Harvard. En fait, moi, j'ai été surprise parce que même comme conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion, j'ai des biais aussi. Donc, si vous allez sur le test d'association implicite de Harvard, vous allez pouvoir voir si vous avez des biais. Au niveau des biais inconscients, on va parler vraiment du nerf de la guerre parce que de plus en plus, les gens vont faire attention, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éliminer les discriminations. Bon, donc, est-ce qu'ils pensent possible? Mais il y a tous les biais inconscients qui rentrent en ligne de compte et ça, de prendre conscience de ces biais inconscients, c'est le départ pour vraiment débloquer des mécanismes de discrimination qui peuvent être plus systémiques. Dans le fond, il y a plusieurs types de biais inconscients qu'on peut avoir. Je vais vous lister quelques-uns d'entre eux. Par exemple, les stéréotypes. On va s'attendre que certaines personnes agissent d'une façon ou d'une autre parce qu'elles ont certains attributs. Les prototypes, on va avoir une image d'une personne qu'on veut embaucher, par exemple. Puis, si la personne ne correspond pas à l'image qu'on s'était fait dans notre tête, ben, on va la refuser parce qu'il y a certains attributs qui ne correspondent pas à l'image qu'on s'était fait. Il y a l'effet de contraste aussi. On va avoir une tendance naturelle à comparer certaines personnes et ça crée des biais. Les biais de première impression. Il y a aussi l'effet de halo. Donc, l'effet de halo, ça va être quand on va être impressionné par une qualité d'une personne et ça va vraiment faire en sorte qu'on ne voit pas les défauts de la personne ou bien, dans le cas contraire, on peut se concentrer sur un défaut de quelqu'un et ça va faire en sorte qu'on ne voit pas nécessairement ses qualités. Il y a les biais de similarité, donc être porté vers des personnes qui nous ressemblent. Il y a le biais d'angle mort aussi, donc d'être capable de reconnaître les biais inconscients chez les autres personnes, mais pas nécessairement les nôtres. Et en fait, je ne vais pas toutes vous les lister. Je vous invite en fait à utiliser un outil super intéressant, très pratique. En fait, sur notre site web, ivado.ca, dans la section équité, diversité et inclusion, il y a un feuillet sur les biais inconscients et recrutement. C'est un feuillet de 8 pages à peine et il n'y a pas beaucoup de texte, il y a des images, donc vraiment pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment un outil pratique parce qu'en plus, les types de biais que je viens de vous lister, il y a différentes questions à se demander pour essayer de réduire ces biais-là. Et sinon, il y a la question des biais algorithmiques, dont je pense qu'il y a quelques personnes ont parlé dans les réponses tantôt. Donc, au niveau des biais algorithmiques, ça va arriver lorsqu'on va utiliser, par exemple, l'apprentissage automatique et ça va faire en sorte qu'on va mettre ensemble les valeurs des données qu'on a collectées, qu'on a sélectionnées, et ça va faire en sorte qu'il va y avoir des algorithmes qui ne vont pas être neutres, qui ne vont pas être loyaux. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a des enjeux au niveau des biais algorithmiques tels que le profilage racial, les services de réseautage social, la vie privée. Ça, c'est des choses qui ont été critiquées au niveau des algorithmes. Donc, il faut faire attention dans notre base de données. Qui qu'on va représenter? Un exemple de ça, par exemple, quand on traduit de l'anglais au français, par exemple, le terme nurse. Il y a plusieurs algorithmes qui vont directement traduire à une infirmière,
au lieu de penser à un infirmier aussi, parce qu'il y a beaucoup de données sur les infirmières. Et au niveau des docteurs, on va voir qu'il y a une association automatique vers le masculin. Donc ça, c'est un exemple de comment ça peut jouer, ça peut faire en sorte que certaines offres d'emploi se retrouvent plus dans des réseaux masculins versus des réseaux féminins. Donc, ça, en fait c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et j'aimerais conclure par vous parler de la transversalité, de l'équité, la diversité et de l'inclusion. En fait, si on veut arriver à rendre nos milieux plus inclusifs, plus équitables, c'est très, très, très important de faire face à ces biais et de réduire les biais et de faire face à ces inconforts. Parce que des fois, ça peut être une chose de reconnaître ses biais et des fois, ça peut être, il y a quelque chose qui peut nous limiter parce qu'on peut avoir certaines émotions. On peut avoir de la rage, on peut avoir de la colère, de la tristesse, on peut vivre de l'indifférence même à certaines situations parce que ça ne nous concerne pas, mais il faut aller au-delà de ces émotions-là pour pouvoir avoir des actions concrètes. Donc, c'est correct d'avoir ces émotions-là, mais de penser qu'est-ce que je vais faire de plus et vraiment d'inclure la question d'équité, de diversité et d'inclusion dans toutes les étapes du processus, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la collecte de données, la classification, l'analyse des données, la mise en application, se questionner sur c'est qui les usagères, les usagers des services ou bien des produits que je mets en place et d'être toujours prêt à se réajuster. Même si on a déjà mis en place certaines choses, l'EDI, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, de toujours être prêt à se réajuster. Même moi, comme conseillère à l'équité, à la diversité et l'inclusion, je peux mettre en place un projet puis me dire « Ah, j'ai oublié d'inclure certaines personnes, donc je dois me réajuster, repenser la stratégie. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser sur le long terme. Et vraiment, si vous voulez des inspirations, il y a des plans qui existent en termes d'équité, de diversité et d'inclusion. Par exemple, sur notre site web, on a un cadre de référence en équité, en diversité et inclusion. Et dans ce cadre de référence-là, on a différentes actions qui touchent toutes les activités de notre organisation. Donc, ça peut être un exemple. Voilà, j'ai fini ma partie. Je vous remercie vraiment. Je sais qu'il y a eu plein de questions dans le chat, des commentaires. On va prendre le temps d'y revenir dans la période de questions. Pour l'instant, on va prendre une petite pause. Je vous propose une petite pause de... Là, il est 10h57, donc si on se dit on revient à 11h05 pour entendre la partie un peu plus pratique avec Vanessa et ensuite de ça, on va pouvoir avoir la période de questions. Donc, je vous souhaite une bonne pause. Si vous avez besoin de relaxer vos yeux, aller prendre un petit café, on va être de retour avec vous à 11h05. Alors, bonjour à toutes et à tous. On va laisser peut-être juste regarder l'heure. On peut démarrer directement. Merci Marie-Lou et merci à l'équipe d'Ivado pour l'invitation à vous joindre ce matin. Merci surtout d'avoir mis la table avec les différentes définitions pour la discussion qu'on s'apprête à avoir en fait sur le rôle que nous sommes tous appelés à jouer afin de bâtir des milieux plus inclusifs. Je me présente. Je suis Vanessa Enfant, je suis ingénieure de formation à Polytechnique, je fais mes études en génie industriel et depuis les 12 dernières années, j'ai surtout en fait navigué, œuvré dans l'univers de l'optimisation des opérations, du développement organisationnel et plus récemment de l'engagement des employés avec la plateforme Office, qui est une plateforme justement qui permet aux organisations de mieux comprendre comment aller chercher le plein engagement et le potentiel des différents employés. Je suis une immigrante, femme noire,
dans un milieu technologique. Donc, lorsque Marie-Laure parlait tantôt de l'intersectionnalité, c'est certain qu'il y a peut-être probablement plusieurs angles sur lesquels on pourrait analyser mon expérience ou mes différentes expériences dans le milieu du travail. Mais je suis surtout engagée envers la cause, en fait, de pouvoir offrir à chacun et chacune la possibilité de réaliser son plein potentiel, je veux dire, à travers les différentes années, et surtout à travers les différentes implications, que ce soit par la création d'un groupe qui s'appelle Polyculture à Polytechnique à l'époque, pour permettre ou montrer en fait les différentes facettes ou les différentes communautés culturelles à Poly à travers des initiatives comme le Yes Advancing Women in STEM, qui permet justement à des organisations de trouver des façons d'aller chercher non seulement la représentation de plus de femmes en technologie, mais surtout leur inclusion en étant mentor à travers des groupes comme Next AI. C'est toutes des initiatives à laquelle je me suis jointe justement pour pouvoir améliorer la représentation non seulement des femmes, des minorités, mais surtout leur plein accomplissement, parce que j'ai moi-même dû faire face à différents niveaux à des enjeux d'exclusion. Donc, très interpellée par ce sujet-là et surtout très heureuse d'être avec vous ce matin pour échanger sur ce que j'imagine est un sujet d'importance pour vous également, puisque vous êtes là avec nous. Donc, lorsqu'on parle de bâtir et de créer des milieux de travail plus inclusifs et équitables, c'est certain la question à se poser, c'est quel rôle qu'on peut jouer, quel rôle qu'on est appelé à jouer. Pour moi, vous êtes appelé à jouer en fait un rôle important à plusieurs niveaux dans votre quotidien, que ce soit parce que, premièrement, vous êtes des créateurs ou des créatrices de produits et de services, donc vous bâtissez au quotidien ou vous livrez au quotidien des services, des produits qui desservent une population diversifiée. Vous êtes appelé à collaborer aussi probablement au quotidien avec des personnes qui viennent d'horizons divers, des personnes qui ont des personnalités, des points de vue différents également. Et finalement, vous êtes déjà, ou vous serez probablement appelé aussi à l'idée, à encadrer ces personnes éventuellement et avoir encore un impact encore plus direct sur leur engagement et leur inclusion dans le milieu du travail. Vous avez sûrement vu les statistiques qui disent que, je crois bien que 50% des employés quittent les organisations à cause de leur gestionnaire. Donc, il y a quand même un impact direct lorsqu'on est dans un rôle d'influence de ce niveau-là, qu'on peut avoir également sur l'engagement et l'inclusion des différentes personnes. Donc, je ne vois pas la boîte chat comme Marie-Lou avait mentionné tantôt. J'avais la même expérience. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, commentaires, à les inscrire au niveau du chat. Et bien sûr, nous y reviendrons tantôt à la fin de la présentation. Alors, pour comprendre ou pour mieux, en fait, je veux dire, camper le rôle qu'on est appelé à jouer comme créateur, comme collaborateur, comme créateur-créatrice, collaborateur-collaboratrice, ou gestionnaire éventuellement, dans comment bâtir justement des milieux inclusifs. Ce que j'aimerais d'abord camper ou positionner, c'est vraiment ce que représente l'inclusion. Donc, l'inclusion, ce qu'il faut savoir et comment on peut le voir, c'est que l'inclusion se vit à trois différents niveaux. On peut dire que l'inclusion vit en fait à l'intérieur de soi. L'inclusion vit entre nous et les autres. Et l'inclusion se vit aussi à l'extérieur de soi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, si on parle de l'inclusion qui se vit en soi, on parle d'une expérience quand même très personnelle du vécu. Donc, c'est toutes nos perceptions à chacune et chacun de comment on est vu, comment on est entendu, comment on est écouté, valorisé au quotidien, comment on se sent en sécurité également psychologiquement au quotidien. Quand on dit que l'inclusion se vit entre nous et les autres, donc on parle vraiment de l'impact direct par rapport aux relations qu'on a avec les gens qui nous entourent, donc que ce soit nos collègues, les gestionnaires dont on a parlé tantôt, les interactions au quotidien qui influent forcément aussi sur notre sentiment d'être vu, entendu, écouté, valorisé dans les apports qu'on ramène à une équipe. L'inclusion se vit à l'extérieur de soi. Donc là, on parle vraiment du cadre dans lequel on évolue. Donc, du milieu de travail, de l'organisation, de la culture, de tout ce qui est les politiques que vous établissez, dans lesquelles vous naviguez ou qui ont été établies, en fait, pour votre organisation. Donc, bâtir un milieu de travail inclusif, ce
qui est important de comprendre, c'est que il faut influencer en fait sur ces trois éléments à la fois, si on veut pouvoir créer des milieux de travail beaucoup plus inclusifs et équitables. Donc, c'est clairement un sujet complexe et qui demande en fait d'agir à la fois sur ce qu'on peut appeler les biais organisationnels autant que des biais personnels. Marie a mentionné tantôt, a donné différentes définitions au niveau des biais. On parle beaucoup des biais dans une perspective très personnelle. Ça veut dire que chacun, forcément, à travers les messages qu'on reçoit dans la société, on a incorporé beaucoup de ces messages-là, que ce soit qui influencent bien sûr sur une portion du sexisme, du racisme qu'on porte tous et chacun en nous, parce que c'est des messages qu'on a reçus. Mais ces biais se manifestent également au niveau des organisations, au niveau des structures qui sont en place, et qu'on catégorise également sous la forme de biais organisationnels. Donc, pour ma portion, présentement, ce que je veux faire, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment présenter à trois niveaux, en fait, comment dans votre quotidien, à votre niveau, dans vos rôles, vous pouvez d'une part prévenir des biais organisationnels. Donc, bien sûr, on va comprendre ou explorer ce que sont spécifiquement ces biais organisationnels-là. Deuxièmement, comment aussi vous avez la capacité d'agir sur les biais interpersonnels, forcément, parce que c'est en nous, on a tous, comme la Marie l'a mentionné tantôt, des biais implicites. Et finalement, et j'ai vu la question passer aussi au niveau du chat un peu plus tôt, comment c'est possible, puisqu'on parle d'intelligence numérique, de développer des produits et des services plus inclusifs. Donc, quelle sorte de framework ou quelle sorte de questions qu'on peut se poser lorsqu'on est en mode de construction, de penser à bâtir et livrer des produits et services inclusifs. Donc, si on passe à la première portion, prévenir les biais organisationnels. Pour cadrer la notion de biais organisationnel, Marie a partagé quelques statistiques au niveau de la place des femmes en sciences, en technologie tantôt. Ce que je veux partir ou repartir également des chiffres pour qu'on puisse explorer un peu plus cette notion de biais organisationnel. Donc, ce que je vous présente ici, c'est le dernier rapport de l'Université Ryerson à Toronto qui présente en fait le statut ou la place des femmes et des minorités visibles dans les hautes sphères, donc les sphères décisionnelles sur les CA et dans les directions d'entreprise essentiellement. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'alors que les femmes représentent à peu près 50% de la population montréalaise, si on représente ou on regarde spécifiquement en fait leur place sur les conseils d'administration dans le milieu corporatif, elles ne représentent peut-être que 29% des places sur ces milieux corporatifs-là. Lorsqu'on parle de personnes racisées, j'utilise moi-même l'expression racisée. Marie l'avait bien mentionné au fait la nuance par rapport à quel terme que les gens veulent utiliser. Pour moi, je parle de personnes racisées parce que, en effet, on est racisé du point de vue de la perspective à cause du regard que la société porte sur nous également. Donc, lorsqu'on parle des personnes racisées, alors que ces personnes-là, et ça c'est spécifiquement la réalité à Montréal, représentent à peu près 22% de la population, on parle de 1,3% de personnes racisées ou de minorités visibles qui sont ou qui ont accès à ces sphères décisionnelles, qui sont sur des conseils d'administration. Si on regarde dans un deuxième temps, généralement, les compensations, donc les salaires même que différents groupes vont avoir, spécifiquement dans le milieu technologique, donc ça, les chiffres viennent des États-Unis, on a pu trouver les chiffres spécifiques par rapport au Canada. Ce qu'on constate généralement, c'est que être un homme blanc, généralement, sera beaucoup mieux compensé que tous les autres groupes spécifiquement. Donc, et bien sûr, étant forcément noir, on a encore là beaucoup plus d'impact au niveau de la compensation qu'on va recevoir, encore moins lorsqu'on est une femme noire. Donc, lorsqu'on parle d'intersectionnalité tantôt, c'est important aussi de regarder, de porter ces différents regards pour comprendre en fait le vécu et la situation réelle de ces différents groupes. Et si c'est très bien connu qu'il y a très peu de femmes en fait qui rentrent sur le marché du travail, ce qui est encore moins connu ou peut-être beaucoup moins publicisé, c'est qu'environ la moitié des femmes en technologie vont quitter l'industrie au mi-parcours de leur carrière en citant spécifiquement le manque d'inclusion. C'est énorme. C'est 2 fois plus que les hommes qui quittent en fait
à la même période ou lorsqu'on analyse la même période de temps. Et les références sont sur les différentes slides si vous voulez en savoir un peu plus également sur ces recherches-là. Donc, ce que l'on comprend essentiellement de ces données, ce que je voulais présenter, c'est qu'il y a un ensemble de facteurs qui limitent essentiellement l'accès ou l'accomplissement de différents groupes lorsqu'ils se rapportent en fait, au cadre dans lequel ils évoluent. Et ces facteurs-là, généralement, on peut les considérer comme des biais organisationnels. Donc, qu'est-ce qu'un biais organisationnel? La définition que je vous offre aujourd'hui, c'est un ensemble de pratiques organisationnelles qui vont mener à des effets d'exclusion disproportionnés sur certains groupes. Donc, si on dit pratique organisationnelle, ce qu'on dit bien sûr, on parle ou on fait référence forcément à des façons de faire, que ce soit explicite ou implicite, que l'organisation met en place. Donc, on parle bien du processus de recrutement, de la revue de performance, de la compensation, comme on a vu tantôt les différences en termes de compensation. On parle de tout ce qui est les processus liés à l'avancement de carrière, que ce soit des façons implicites ou explicites également, de favoriser l'avancement de carrière de certains groupes ou individus, tout ce qui est comment la culture, les valeurs se manifestent. Donc, les biais organisationnels sont également ou se retrouvent également de façon présente ou sont omniprésents dans ces différents processus-là. Donc, pour agir sur les biais organisationnels et surtout pour les prévenir, ce qu'il faut sont des actions spécifiques. Des actions spécifiques pour l'été. Donc, ce que je peux faire, c'est passer à travers ces différents exemples ou présenter des suggestions en fait, de comment faire pour prévenir ces biais-là dans ces différents processus. Donc, si on regarde le processus de recrutement, ce qui est important de faire, et malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'explicite pas assez les requis, exemple, en termes de poste. Vous utilisez, ou vous avez sûrement utilisé, vous avez sûrement entendu, en fait, à nombreuses reprises, des gens qui mentionnent, on cherche un fit culturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un fit culturel? La réalité, c'est que lorsqu'on utilise l'expression comme fit culturel, ce qu'on va faire, c'est reproduire, en fait, le même schéma qui a fonctionné auparavant. Par contre, si on va expliciter en fait les comportements attendus par les personnes que l'on cherche à recruter, là c'est beaucoup plus facile en fait de pouvoir comparer ces comportements attendus par rapport à comment les différents groupes vont se comporter en entrevue pour justement éliminer des biais qui pourraient rentrer beaucoup plus facilement ou trop facilement lorsqu'on analyse que ce soit des CV ou des entrevues ou qui vont probablement trop facilement également nous porter à rechercher des gens avec qui on a l'habitude d'évoluer essentiellement. Mesurer la progression, surtout de différents groupes à chaque étape de processus. Ça, c'est une des façons qu'on peut faire pour éliminer également les biais dans le processus de recrutement. Lorsqu'on parle de permettre en fait à des compensations équitables, je vous ai montré le graphique tantôt avec les différents groupes qui étaient explicités. Ça, c'est un élément important où on peut aussi aller analyser, où on peut aller voir, en fait, s'il y a des différences essentiellement. Je pense que la question à se poser lorsqu'on veut prévenir des biais organisationnels, que ce soit au niveau du recrutement ou de compensation, c'est premièrement s'asseoir et regarder les chiffres, analyser selon vos différents groupes à l'intérieur de l'organisation la situation, quelle est leur expérience également à travers ces différents processus organisationnels. Et s'il y a des différences à travers ces différents processus organisationnels, c'est de commencer à se poser la question pourquoi et aller chercher justement sur le terrain leur vécu, leurs expériences pour pouvoir mettre en place des processus ou des actions qui vont contrecarrer ces biais organisationnels-là. Dans les processus d'avancement, encore quelques recommandations d'actions que vous pouvez prendre aussi pour pouvoir faciliter l'accès équitable. Donc, on parlait tantôt de faciliter ou de promouvoir l'accès équitable pour le plein épanouissement des différents groupes. Donc, combien d'entre vous naviguent dans les environnements où on a déjà mis en place des mesures de l'avancement, justement, de ces différentes cohortes de personnes pour voir est-ce qu'ils avancent au même rythme de promotion? Est-ce qu'ils ont des rythmes de promotion comparatifs ou bien sûr les mêmes compétences, le même niveau d'éducation? Est-ce que les rôles obtenus sont équivalents? Est-ce que, on a parlé de la compensation tantôt, mais les processus également qui leur donnent accès à ces opportunités de promotion, est-ce qu'ils sont équivalents? Donc, toutes des nuances et des éléments qu'il faut savoir mesurer aussi. Quand on parle de représentation, forcément,
Bien sûr, il faut s'assurer que les groupes que vous voulez mesurer et surtout les groupes qui sont représentés à l'intérieur de l'organisation, il faut surtout s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des rôles, je vais dire, de façon stéréotype. Exemple, j'ai déjà vu des cas où, même dans l'intervention avec Yes Montreal, j'ai déjà vu des organisations qui se félicitaient d'avoir à peu près 40%, des organisations technologiques, je parle, d'avoir à peu près 40% de représentation de femmes en technologie. Par contre, lorsqu'on analysait vraiment les données, la majorité des femmes étaient dans des rôles de service. Donc, elles étaient dans des rôles en vente, elles étaient dans des rôles en technologie. Pourtant, il y avait 1 ou 2% de femmes dans des rôles liés à la construction de la technologie, qui était un des objectifs de l'organisation. Donc, c'est important de pouvoir aussi, lorsqu'on analyse ou lorsqu'on se donne des objectifs par rapport à la représentation, que ce soit des femmes, de la diversité en technologie, de vraiment s'assurer qu'ils sont représentés dans des rôles concrets où on est en train de bâtir et pas uniquement dans des rôles traditionnels. Donc, pour prévenir les biais organisationnels, quelques conseils. Donc, premièrement, on l'a mentionné tantôt, suivez les données. La première chose à faire, et c'est ce que beaucoup d'entreprises, je pense d'organisations malheureusement, ne font pas lorsqu'on démarre, c'est d'aller chercher la vérité. Et la vérité se trouve dans les chiffres, la vérité se trouve dans les données. Donc, aller sur le terrain, mesurer qu'est-ce qui se fait présentement avant de mettre en place des initiatives. Je sais que la tendance présentement est beaucoup justement lancer des formations sur les biais. L'intention est excellente, mais sur quel biais que vous voulez agir? Est-ce que vous savez aussi peut-être quels biais qui sont les plus insidieux, qui sont les plus présents dans votre organisation? Donc, avant de mettre en place ces initiatives-là, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment d'aller sur le terrain et analyser, voir, mesurer les comportements avant de commencer à dérouler des initiatives. Continuer à essayer différentes choses, différentes pratiques. C'est une vérité autant dans la construction des produits, la livraison de services, l'essai-erreur. Vous livrez des services pour améliorer l'expérience des employés. Donc, il faut bien sûr pouvoir tester au fur et à mesure, à mettre en place des métriques de succès pour voir qu'est-ce qui aura un impact, qu'est-ce qui est positif à la fin ou qui agit vraiment sur l'avancement des différents groupes à la réalisation de leur plein potentiel au niveau du recrutement, au niveau de la compensation, au niveau de l'accès à des opportunités de carrière, de l'avancement. Et finalement, il faut prendre soin de designer l'expérience d'inclusion. J'ai vu dans les présentations, tantôt qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient justement en ressources humaines, beaucoup de personnes qui étaient à l'avant-garde aussi, la construction de produits, services, autant qu'on entend que c'est important de réfléchir l'expérience employée, il faut aussi réfléchir l'expérience d'inclusion pour justement aller vérifier ou valider que nos employés ne font face à des expériences d'exclusion. Donc, encore là, une des recommandations que je pourrais vous faire et qui sont généralement aussi recommandées par les experts dans la matière, c'est de prendre soin de designer l'expérience d'inclusion et d'aller mesurer les effets de ces inclusions-là sur le terrain. Donc, pour passer à le deuxième corps, ce qu'on disait tantôt, c'est que l'inclusion vit en soi, l'inclusion vit entre nous et les autres, et l'inclusion vit à l'extérieur de soi. Donc là, on a couvert vraiment la portion à l'extérieur de soi, qui était plus les biais organisationnels. Si on parle maintenant de comment l'inclusion se manifeste, ou l'exclusion plutôt se manifeste entre nous et les autres, ce que je veux explorer, c'est surtout la notion de biais interpersonnels et une des facettes dont les biais interpersonnels se manifestent au quotidien, au travail, entre autres, c'est dans ce qu'on appelle les microagressions. Et la microagression, essentiellement, ce sont des actions ou des commentaires, en fait, qui vont rappeler au quotidien de façon insidieuse à des groupes minorisés, donc des groupes sous-représentés, qu'ils ou elles sont différents, qu'ils ou elles sont l'autre. Bien sûr, on parle de biais implicites souvent, donc les microagressions, on comprend qu'ils ne sont pas voulus, donc c'est pas fait de façon intentionnelle, mais ce sont des éléments qui arrivent de façon fréquente et sur cette base fréquente-là, ils ont également des impacts insidieux non seulement sur la performance des employés, mais également sur le plan de sécurité psychologique. Je pourrais en reparler, j'en parlerai un peu plus tard. Les microagressions, en fait, elles se manifestent de trois formes. Typiquement, on voit la notion de micro-assaut, la notion de micro-insulte et de micro-invalidation, qui sont toutes, en fait, des dérivés de micro-agressions. Quand on parle de micro-assaut,
ce qu'on veut dire, ou ce sont des formes beaucoup plus, je veux dire, explicites d'une microagression, même si c'est fait sans forcément vouloir offenser quelqu'un. Je veux dire, l'offense ou l'impact direct est plus, direct. On sait très bien qu'on est en train de jouer ou miser en fait sur des éléments discriminatoires. C'est comme dire à quelqu'un, tu lances une balle comme une fille. Clairement, on ne cherche pas forcément, ou des fois peut-être oui, à heurter, mais la discrimination est un peu plus directe. Les notes de micro-insultes, là, on rentre déjà dans le plus subtil, ce qui fait que les micro-agressions, en fait, sont très insidieuses. Les micro-insultes, c'est, exemple, essayer de complimenter quelqu'un, mais en partant quand même d'un point de vue ou de statement des fois discriminatoire. Je me suis déjà fait dire, ah, tu es différente pour noir, mais ça veut dire quoi? Je comprends où la personne pensait peut-être elle-même offrir un compliment, mais on peut comprendre aussi comment c'est une insulte en fait, une insulte spécifiquement à un groupe, même en essayant de le faire passer sous forme de compliment pour la personne. Et finalement, les micro-invalidations, essentiellement ce que ça veut dire, c'est vraiment toutes les façons encore plus subtiles de nier l'expérience de groupes différents. Donc, ça renvoie à des expériences comme je ne vois pas la couleur. Mais en fait, quand on dit ce genre d'expression ou lorsqu'on partage ce genre d'expression, essentiellement, ce que tu dis, c'est que tu ne me vois pas. Ou bien tu ne vois pas les expériences aussi que je peux avoir comme personne différente ou comme personne considérée de couleur. Donc, c'est très important de comprendre ces différentes nuances-là pour surtout les prévenir comme étant nous-mêmes des collaborateurs, collaboratrices ou gestionnaires qui travaillons avec des gens différents au quotidien et qui ne sommes pas immunisés en fait, de faire ces actions-là. Donc, ce que je vais vous offrir, c'est vraiment quelques exemples de microagressions. Et ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on lance ces expressions-là qui sont d'apparence innocente, c'est vraiment l'impact que la personne qui le reçoit de l'autre côté peut recevoir, ou quel impact que ça peut avoir cette personne-là. Comme dire des expressions, et c'est des choses qu'on entend souvent, surtout lorsqu'on parle d'améliorer justement la place, que ce soit des femmes ou de groupes diversifiés, aux sphères de décision ou des conseils d'administration. On veut diversifier, mais il ne faut pas changer de niveau. Ce qu'on dit avec ces expressions-là, ou ce qu'on sous-entend, c'est que les personnes issues de la diversité seraient moins compétentes. On comprend, ce n'est pas voulu, mais c'est ce que ça dit, en fait, ce genre d'expression-là. Tu n'as pas l'entrance. Encore des expressions régulières, des exemples de microagressions. Donc, ce qu'on sous-entend encore là, par cet exemple-là, c'est que, ou ce qu'on supposerait, c'est que trans n'est pas désirable. Encore une autre forme de agression que beaucoup des femmes, des mères expérimentent surtout, qui fait référence d'ailleurs à un enjeu réel pour les femmes sur le milieu du travail, qui est le mur maternel. Donc, lorsque les femmes deviennent mères, non seulement leurs compétences sont remises plus souvent en question, mais surtout, elles font face à plus de désapprobation parce que justement, c'est considéré comme plus important, ou c'est censé être considéré comme plus important, s'occuper de ses enfants versus le travail. Parce que c'est des expériences vécues de mère au travail. Es-tu sûr que tu devrais rester? You're sure not needed at home. Encore là, c'est parce qu'on essaie en fait de reproduire le message que le rôle de mère est plus important que celui de professionnel, ou devrait être plus important pour cette personne-là. Je l'ai mentionné tantôt comme exemple, tu t'exprimes vraiment bien. Tu t'exprimes vraiment bien, 3 petits points, on comprend la fin de la phrase, ça peut être pour Nord, ça peut être pour différents groupes, etc. Ce qu'on dit, c'est qu'il est inhabituel pour quelqu'un de notre race de pas être intelligent ou de maîtriser une certaine langue ou d'être fin communicateur. Je ne vois pas la couleur, j'ai mentionné l'exemple tantôt. Prononcer le nom d'une personne mal en permanence, c'est aussi une microagression. Parce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on ne peut pas prendre le temps, en fait, de connaître cette personne. On ne peut pas prendre le temps de reconnaître son identité. On cherche à l'assimiler. Donc, toutes des choses à éviter lorsqu'on parlait de personnes en situation de handicap. Une microagression, d'ailleurs, que ces personnes-là relèvent ou notent souvent, c'est qu'on leur dise, exemple, la façon dont vous surmontez votre handicap est vraiment inspirant. Le message qu'eux, ils reçoivent, c'est que c'est difficile, ça devrait être en fait difficile pour vous de vivre
comment vous arrivez à sortir, en fait, simplement du lit le matin pour vous présenter au travail, c'est déjà ça un acte héroïque. Sous-estimer les compétences, bien sûr, des gens, encore là, un autre exemple de microagression au quotidien. Donc, sous-estimer comment ça paraît, c'est exemple, confier des tâches administratives en réunion, qui a la responsabilité d'aller chercher du café, de préparer les notes ou même justement dans le compte rendu de la réunion, souvent des femmes de minorité qui vont se voir en fait confier cette tâche administrative-là, alors qu'on peut très bien faire un système de rotation où chaque personne de l'équipe, à chacune des réunions, au fur et à mesure, auront cette responsabilité-là. Donc, il y a des façons de prévenir, en fait, ces situations-là qui arrivent au quotidien dans le travail. Et pourquoi c'est important de les prévenir? Parce que les microagressions, en fait, ont un impact significatif sur l'engagement des gens au travail. Donc, clairement, ça menace non seulement la performance au quotidien, ça menace bien sûr la qualité des relations également qu'une personne venant d'un groupe minorisé va avoir avec ses pairs. Et comme je mentionnais tantôt, il y a des gains significatifs à avoir. Juste un exemple, lorsqu'on parle de sentiment d'appartenance de quelqu'un qui est engagé au travail, il y a à peu près 50% plus de performance au niveau des tâches qui sont réalisées. Il y a moins de rotation, bien sûr, parce qu'on se sent bien à l'intérieur de l'organisation dans laquelle on évolue, parce qu'on se sent bien avec nos pairs, on se sent bien avec nos gestionnaires. Donc, si la notion d'engagement est déjà très répandue, très connue, il y a un autre aspect des microagressions qui n'est pas assez exploré ou assez partagé, c'est vraiment l'impact à long terme sur la sécurité psychologique, en fait, essentiellement des employés. Ce qui a été prouvé ou ce qui est prouvé de plus en plus, et de plus en plus, on commence à en parler, c'est que les risques à long terme de ces microagressions-là, c'est vraiment au niveau de la santé mentale. On peut avoir des gens qui perdent complètement confiance en eux à recevoir ces messages au quotidien qui essentiellement nous disent qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas à notre place. Ce que ça fait, ça a un impact direct forcément sur notre valeur. Donc, comme on avait dit, la perception de comment on est vu, comment on est entendu, comment on se sent valorisé au fur et à mesure également dans le travail. Donc, essentiellement, les comportements qui vont suivre après ça, c'est que tu as les gens qui ont de pleines capacités, qui vont essentiellement moins se postuler à des emplois, moins aller chercher justement des opportunités de promotion ou négocier des salaires parce qu'ils ont perdu cette confiance en eux complètement à travers ces attaques sur le temps. Un autre effet, et qui est réel aussi, c'est des effets sur la santé mentale. Donc, pour amener des éléments comme la dépression, l'anxiété et les suicidaires. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie en 2014 que je vous inviterai à lire ou à rechercher dessus. J'enverrai le lien par la suite, qui parle justement de ces impacts sur la santé mentale qui est réelle au niveau des groupes minorisés surtout. Donc, comment agir, prévenir? En fait, lorsqu'on parle de microagression, il y a des actions que vous, au quotidien, comme collaborateur, collaboratrice ou gestionnaire également, que vous pouvez prendre. Premièrement, si vous êtes témoin d'une microagression ou si vous recevez vous-même une microagression, la première chose, c'est de déterminer, en fait, est-ce que vous êtes prêt à vous investir sur le moment pour adresser l'incident? Parce qu'il y a un coût. Il y a un coût des fois sur notre santé mentale, il faut le réaliser, surtout pour les gens venant de groupes minorisés, donc que ce soit femmes, que ce soit groupes LGBTQ, etc., qui reçoivent ces microagressions au fur et à mesure. Il y a un coût à vouloir toujours se porter défenseur ou défendrice de l'équité en entreprise. Donc, la première chose, c'est de déterminer est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire ce pas-là. Deuxièmement, prendre la personne en aparté pour communiquer ou partager en fait le ressenti. Ramener le fait, l'important c'est de ne pas accuser quelqu'un, de ne pas en fait penser déjà, prétendre connaître les intentions aussi que la personne avait derrière en partageant en fait ces différents commentaires-là, de poser la question, qu'entendais-tu par ça, et surtout de recadrer la conversation au niveau de l'impact. Moi, voici comment je l'ai reçu. Voici comment ça m'a fait me sentir. Je ne suis pas sûre que c'est l'impact que tu recherchais forcément. Et de remercier bien sûr la personne de vous avoir offert le temps de partager cette impression-là, de partager ce sentiment-là et de grandir ensemble tous les deux. Ce qu'il ne faut surtout pas s'attendre lorsque
vous décidez de prendre l'action de partager en fait une microagression que vous avez vue ou que vous avez ressentie, c'est s'attendre à une résolution directe. Et je pense que Marie-Lou a mentionné, l'a mentionné en début de présentation, c'est que forcément, ces situations-là nous mettent dans un extrême inconfort. Donc, la personne peut très bien être sur la défensive, ou encore se comporter comme victime de, bien sûr, pourquoi tu penses que j'ai fait ça, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. L'important, c'est de vraiment recadrer sur voici les impacts que ça peut avoir. C'est certain que ce n'était pas ton intention. Je comprends que c'était pas d'intention. Je voulais partager essentiellement la situation, comment c'est reçu, et trouver une façon de pouvoir limiter parce que ce n'est pas toi, pouvoir limiter parce que voici l'impact que ça peut avoir à la fin de la journée. Si vous réalisez vous-même l'action d'une microagression, encore là, personne n'est essentiellement, on a parlé des biais inconscientaux, donc tout le monde pourrait potentiellement faire ce genre d'erreur-là ou ce genre d'action-là. Si vous êtes vous-même en position de faire ou d'avoir réalisé une microagression, c'est important de recevoir, donc de donner l'espace à quelle que soit la personne qui vous ramène le fait, qui vous partage cette situation-là, d'écouter, d'essayer le plus possible de ne pas réagir sur la défensive, de reconnaître que vous avez blessé potentiellement quelqu'un, même si ce n'était pas votre intention, de vous excuser sans chercher à monopoliser la discussion aussi, sans chercher à tourner en fait la discussion à propos de vous, de comment vous êtes bon, de comment vous êtes un allié. Ce n'est pas vraiment, et c'est malheureusement souvent ce qui arrive, ce n'est pas le but de la discussion. L'idée, c'est de recevoir lorsqu'on commet ce genre de microagression-là. C'est de recevoir le commentaire, de reconnaître qu'on a fait erreur et d'avancer ensemble, d'apprendre en fait de l'opportunité et d'avancer ensemble, de passer à autre chose essentiellement avec votre coéquipier, coéquipière. Ça, c'est un des commentaires ou des quotes en fait que j'adore le plus, c'est que we don't rise to the level of our expectation, we fall to the level of our training. Essentiellement, il n'y a pas de guide tout écrit de comment réagir ou comment naviguer pour pouvoir bâtir des milieux plus inclusifs, équitables, pour pouvoir en fait être un allié au quotidien. La réalité, c'est que c'est au fur et à mesure, les petites actions que vous allez faire, lorsque vous allez lever la main pour vous éduquer, lorsque vous allez lever la main pour peut-être également discuter avec les personnes qui auraient commis des microagressions sur le travail pour leur faire reconnaître en fait la situation qui a été vécue. C'est en faisant en fait essentiellement qu'on va pouvoir réduire ces gaps-là. Je vois le temps passer. Je sais qu'on va passer à la période de questions rapidement, mais essentiellement pour bâtir des produits inclusifs, en fait, il y a pas, j'ai vu la question passer tantôt, est-ce qu'il y a un framework pour bâtir des produits inclusifs? Il n'y a pas de framework malheureusement encore complètement défini, mais ce que je vous inviterai à vous poser comme question, si vous êtes en situation de pouvoir bâtir des produits et des services, c'est de vous poser la question, premièrement, c'est qui est en train de bâtir ce produit-là? Regardez autour de vous, regardez l'équipe. C'est quoi la représentation de l'équipe que vous avez qui est en train de travailler sur ce produit-là, qui va desservir potentiellement une population diverse? Deuxièmement, en parlant de l'utilisateur ou de l'utilisatrice sur le terrain, c'est à qui va profiter le produit? C'est qui ces personas qu'on a bâtis? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de la société? Est-ce qu'ils sont représentatifs vraiment des utilisateurs, utilisatrices que l'on pourrait desservir au mieux avec nos services? Et finalement, même après avoir passé ces différentes étapes-là, la dernière question à se poser, c'est qui manque du produit? C'est qui manque des stories qu'on a bâtis présentement? Forcément, ou on espère en tout cas que ça vous permettra de voir des biais qui se sont initiés aussi, même dans la construction des histoires et des services que vous allez livrer. Donc là, je vais passer à la période de questions. Je ne vois pas le chat, mais je ne sais pas s'il y a des questions qu'on pourrait passer. Marie-Lou?
Donc, merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment intéressant. Puis, je pense à outiller bien les gens sur les questions à se demander. Donc, un grand merci pour ta présentation. Il y a quelques questions. Il y a juste 2 questions que j'ai vues. La première question, c'est la question de Diane Gabrielle Tremblay qui se demandait par rapport au pourcentage, en fait, que j'ai mentionné, le 48% au niveau des professeurs adjoints versus le 27% au niveau des professeurs titulaires. Ça, c'était à l'échelle du Canada, en fait, que je parlais, tout domaine confondu. Donc, juste pour bien clarifier, et ça, cette donnée-là, elle vient de 2017. Si vous voyez, au niveau du CRSNG, il y a une étude qui s'appelle Les femmes en sciences et génie au Canada, donc de 2017. Donc, c'est de là que vient cette donnée-là, si jamais vous demandez la question. Sinon, il y avait l'autre question, est-ce qu'il y a des exemples, outils, frameworks, recommandations pour l'intégration de l'EDI? Donc ça, Vanessa, je pense que tu as répondu un peu. En effet, il n'y a pas vraiment de framework fait pour ça, mais avec différentes pratiques, tout comme Vanessa vient de le mentionner, quelques questions qu'on peut se demander, de déconstruire aussi les microagressions. Ça, c'est, je parlais des biais qui étaient le nerf de la guerre, mais les microagressions aussi, ça c'est un bon nerf de la guerre parce que c'est tellement sournois, hein, on le voit pas nécessairement. Donc, je sais pas si tu veux compléter cette réponse-là, Vanessa. Non, notamment, c'est parce que comme j'ai mentionné tantôt, c'est la forme la plus active, en fait, des biais au niveau des microagressions. Donc, c'est certain que si on veut agir à un titre personnel, c'est surtout là que l'action va se porter. Et après ça, si vous avez l'opportunité aussi d'être, disons, aux premières loges, de pouvoir bâtir des processus d'entreprise, donc l'embauche, etc., c'est encore là une façon d'influencer et d'aller changer la donne. Merci beaucoup, Vanessa. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être donner un petit instant aux personnes pour mentionner, pour inscrire les questions. Mais il y a aussi, il y a des cadres de référence, comme je parlais tantôt, le cadre de référence en équité, diversité, inclusion qu'on a créé. Il y a différentes universités aussi qui se sont munies de différents plans sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Même des magasins se sont inspirés pour former leurs employés au niveau de la diversité. Sinon, je pense qu'il y a des questions qui rentrent. Rita demande concrètement comment le mesurer. Souvent, les compagnies ne peuvent pas obtenir des données sur la diversité au sein de leur équipe car les personnes ne sont pas auto-identifiées. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je vois, Vanessa, tu... Totalement. Oui, ben, c'est surtout parce que historiquement, il y a jamais eu forcément d'efforts concertés en fait pour aller chercher ces informations-là. Et surtout, les employés ne veulent pas partager ces informations-là sans savoir à quoi ça va servir. Donc, je pense que si vous entamez en fait une initiative réelle pour pouvoir vous assurer de l'inclusion, de l'engagement des différents groupes, c'est important de bâtir un plan de communication pour les employés pour indiquer mais pourquoi ces données-là sont collectées, à quoi elles vont servir, qui verra également ces données-là, parce que souvent, c'est des informations aussi très privées. Imaginez pour la question du genre ou pour la question de l'orientation sexuelle, si ces personnes-là n'ont pas encore partagé ces informations-là avec leurs collègues, pourquoi elles le partageraient si elles ne savent pas en fait à quoi ça va servir. Donc, je pense que c'est important le plan de communication que vous allez faire aussi pour expliquer comment ces données-là seront partagées, comment ces données seront utilisées au quotidien, qui aura accès pour inviter les gens après ça à travers justement des formulaires de collecte, de remplir. Souvent, ça passe mieux, c'est peut-être plus simple d'aller les collecter lorsqu'on fait un sondage d'engagement par rapport à la diversité spécifiquement là, parce qu'on sait que c'est dans un cadre très précis. Donc, ça peut être une première étape avant de tranquillement collecter ces données-là pour les répertorier et les garder en fait dans vos systèmes de gestion RH. Ben, merci beaucoup pour la réponse, Vanessa. Si je peux compléter aussi, en fait,
par rapport aux questions d'auto-identification, je pense que c'est bien de se mettre en contexte. Tantôt, je disais, Google aux États-Unis peut facilement dire 10% des employés en tech sont des personnes noires, tandis qu'au Canada, c'est un petit peu plus difficile. Il y a différentes faces, il y a différents historiques qui font en sorte que différentes places dans le monde vont prendre ces données-là de manière différente. Puis, on a aussi des contextes un peu différents. Au niveau du Canada, ces données-là ne sont pas prises automatiquement. Des fois, il y a un certain inconfort sur est-ce que je devrais prendre la donnée ou non. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas ces données-là parce que, comme Vanessa dit, quand c'est expliqué pourquoi la donnée est prise, c'est toujours plus facile. Donc, je pense qu'il y a un certain inconfort, comme je disais tantôt, mais d'aller un petit peu par-dessus cet inconfort-là, si vous voulez prendre ces données-là, puis d'expliquer pourquoi vous le faites. Ça, c'est très, très, très important. Un exemple, je pense que quand vous êtes enregistré pour l'activité d'aujourd'hui, il y avait l'explication de pourquoi on voulait savoir à quel groupe vous appartenez. Comme ça, on peut savoir plus facilement pour nos prochaines activités combien de femmes qu'on a rejoint, combien de personnes autochtones qu'on a rejoint pour pouvoir redoubler les efforts pour nos prochaines activités. Donc, de bien expliquer pourquoi c'est fait, c'est très important. Puis, ça met en confiance aussi. Je vois une question dans je pense que dans le Q&A de Eva Dominguez sur lequel je veux revenir. Si on veut être inclusive au niveau de l'embauche en organisation, est-ce qu'on veut favoriser les personnes sous-représentées au sein de l'équipe ou au sein de la société en général? Alors, l'important ici, le mot-clé, c'est vraiment inclusion. Donc, et pas forcément, je vais dire, pas forcément uniquement de la représentation. Donc, c'est important de vraiment commencer par rapport aux gens qui sont sur vos équipes. C'est quelles expériences que ces personnes-là, présentement, ont sur vos équipes. Donc, les différents groupes, dans l'état actuel qu'ils sont, avant même de sortir pour dire on veut aller recruter en fait X ou Y type de personnes venant de différents groupes. Présentement, c'est quoi l'expérience des personnes qui sont dans vos équipes? C'est important d'améliorer cette expérience-là parce que quelles que soient les personnes que vous allez recruter avant, qu'ils représentent, qu'ils soient des groupes sous-représentés dans votre organisation ou qu'ils soient des sous-groupes sous-représentés dans la société en général, le risque, c'est que votre organisation, que ce soit en raison des biais organisationnels ou que ce soit en raison de microagressions que les gens subissent au quotidien, ne sera pas en mesure de garder ces personnes-là. Donc, la première question à se poser avant même d'aller recruter et de se fixer l'objectif de diversité et de diversification de son équipe, c'est quoi l'expérience actuelle d'inclusion de nos équipes? Et après ça, bien sûr, il faut le personnaliser par rapport à votre entreprise, par rapport à votre contexte. Et après, se poser la question, mais c'est qui n'est pas représenté dans notre organisation? Et bien sûr, les chiffres de la société sont là pour aussi être une balise. Donc, on peut se benchmarker pour voir dans la société, mais au-delà de la société, il faut vraiment voir, exemple, si on dit que les femmes représentent 20% de gradués en technologie, vous ne pouvez pas vous fixer un objectif d'avoir 40%. Il n'y a pas 40% de femmes dans la société de manière générale qui ont des diplômes en technologie. Donc, il faut vraiment que ça puisse suivre non seulement la représentation de la société, mais la représentation par rapport à votre industrie spécifique. Merci, Vanessa. Il y a une autre question ici. Quelles seraient vos lectures inspirantes pour vous? Si je peux commencer, en fait, un must que je trouve en termes de travail de diversité, c'est vraiment Sarah Ahmed qui a écrit le livre On Being Included, Racism and Diversity in Institutional Life. Donc, ça, je ne sais pas s'il y a une version francophone, honnêtement, mais je pense que c'est vraiment un ouvrage à lire, de se renseigner aussi par rapport aux différentes universités, comment ça évolue tout ça. Puis dans différentes provinces, moi, je regarde beaucoup le centre de dialogue du Simon Fraser University, en fait, qui a toujours des documents sur comment mieux dialoguer, engager les différentes communautés dans les projets. Donc, je m'inspire beaucoup de ça, par exemple. Vanessa, je ne sais pas si tu veux compléter cette réponse-là. Je regarde beaucoup les études qui sortent du Diversity Institute de Ryerson. J'ai tendance à toujours me tourner justement vers les données, vers les recherches. Donc, c'est pas mal, je veux dire, les centres de recherche spécialisés en diversité, c'est pas mal ce que je recherche. Donc, le Ryerson
Ryerson University Diversity Institute, c'est quand même une référence. Ils ont une chaire de recherche en sorte depuis pas mal d'années. Il y a BMO aussi d'ailleurs à Montréal qui a une chaire de recherche en diversité et inclusion. Donc, ce sont les éléments que vous pouvez regarder sur quelles études qui sponsorisent et surtout quelles recommandations en fait qu'ils font par la suite. Merci Vanessa. Sinon, on a une autre question de Rita. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de regarder au niveau de la législation pour arriver à avoir ce type de données plus facilement? Souvent, la raison mentionnée par les execs de la législation. Bon, si je peux me permettre un petit peu de répondre à cette question-là, en fait, c'est dur d'avoir ces pressions-là au niveau de la législation. Ça commence par toute une reconnaissance, par exemple, au niveau des discriminations systémiques. C'est pas reconnu des mêmes manières que si on regarde au niveau fédéral versus au niveau provincial. Au niveau fédéral, il y a une reconnaissance de ça qui permet au développement de postes comme le mien dans des universités, de postes de conseillère à l'équité, diversité, inclusion pour aller vraiment défaire un petit peu ce système-là. Tandis qu'au niveau provincial, vous le voyez dernièrement, c'est plus difficile à faire avancer les questions de ce sens-là. Donc, à cause de certains inconforts, on est pris au niveau législatif, puis on ne peut pas avancer sur certaines questions autant qu'on aimerait. Donc oui, je pense que c'est le temps, personnellement, d'avancer sur ces questions-là, d'avoir une certaine législation. Mais comme je mentionnais tantôt, des fois, l'inconfort, malheureusement, ça bloque certaines actions importantes. Vanessa, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'ai pas d'autres questions. J'aimerais vraiment remercier Alexandre, Vanessa pour l'échange d'aujourd'hui. J'aimerais remercier les participantes, les participants présents. Merci pour votre input. Merci pour vos questions, pour notre échange d'aujourd'hui. Alors, je vais vous envoyer par courriel le PowerPoint d'aujourd'hui, la partie de Vanessa, ma partie aussi. Sinon, dans le chat, il y avait toutes les questions du cadre de référence EDI avec aussi le feuillet sur les biais. J'avais parlé du test d'association implicite aussi. Je peux vous les remettre très rapidement sur le chat. Ce ne sera pas bien long. Je les avais mis ensemble. En fait, c'était Alexandre qui nous les avait mis. Ce ne sera pas très long. Ah, je les avais et puis... Quelques secondes, ce ne sera pas bien long. Ça fera également partie de l'envoi que tu vas envoyer? Oui, ça va faire partie de l'envoi aussi, dans le fond, en fait, comme tu dis, Vanessa. Donc, attendez un instant. Pardon. Je l'ai presque. Donc, et voilà. Je vais, par rapport à la question d'Ilias, j'avais mentionné tantôt qu'il n'y avait pas de framework très connu. Par contre, j'ai quelques références que je pourrais partager dans le design et le prototypage en fait, de produits au niveau de l'inclusion. Donc, je ferai suivre avec l'envoi du courriel. Super, merci. Donc, j'ai mis les liens dans le chat et puis j'aimerais rappeler que Alexandre a parlé d'Octobre numérique. On est en plein dans Octobre numérique. Il y a des super présentations qui ont eu lieu. Je vous invite aussi à aller revoir notre conférence d'ouverture qui était modérée par Nathalie Sanon, notre collègue à Ivado. C'était Yoshua Benjo, Andrea Ledi et Emma Frejinger qui parlaient en fait de recherche opérationnelle et de deep learning. Donc, en fait,
aussi, je vous invite à aller voir le lien par rapport à mon projet de recherche en 800 mots pour vous impliquer dans nos activités. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous qui vont ramener certaines de ces pratiques-là, j'espère, dans vos milieux de travail. Je vois une dernière question. On a le temps. Donc, Erez pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui n'entrent pas dans toutes les catégories, mais qui sont désavantagés? Donc en effet, je l'ai dit très rapidement, mais j'aurais pu me prolonger là-dessus lorsqu'on parlait de la définition de la diversité, en fait. Donc, on parlait beaucoup en termes des groupes désignés, diversité ethnoculturelle, diversité fonctionnelle, diversité des genres, il y a même diversité générationnelle, mais il y a aussi la diversité au niveau que ce soit socio-économique. Exactement. Donc, que ce soit au niveau de différentes choses, de différentes pensées, perspectives, religion, même politique, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est sûr que là, je pense qu'il y a un autre bout à la question. Pour compléter, comment il faut se positionner? Je ne sais pas si tu veux y aller, Vanessa. Oui, bien sûr. En fait, pour positionner ça, ce qui est important, c'est surtout lorsqu'on parle de bâtir des milieux de travail inclusifs, c'est de dire qu'on veut bâtir des milieux où tous les employés se sentent pleinement habilités à être eux-mêmes ou elles-mêmes et surtout à atteindre leur plein potentiel. Donc, que ce soit justement parce qu'on vient d'un groupe désigné, que ce soit à cause de notre personnalité, notre façon de voir différente, l'idée c'est de pouvoir accommoder le plus possible les personnalités et toutes les caractéristiques de ces personnes-là. Donc, bâtir des milieux inclusifs, ça va au-delà, oui, de respecter les groupes spécifiques que sont au niveau de la loi ou de manière générale, compris comme étant des groupes sous-représentés. C'est vraiment de dire comment on crée des espaces où chacune, on se sent bien d'être nous-mêmes et on peut également, on a accès en fait à tous les moyens, tout le support possible pour se réaliser pleinement. Merci beaucoup pour la réponse, Vanessa. Je pense que là, le temps file, il est 11h59. Un grand merci encore, puis vous allez recevoir le courriel. Merci. Donc, le courriel va avoir le formulaire d'évaluation si vous voulez partager vos impressions et toutes les informations. Merci beaucoup. Au revoir.